Et c'est l'heure de l'invité politique de LCI Matin. Julien Arnaud, vous recevez Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense et sénateur UMP de la Meuse. Bonjour. Effectivement, bonjour à tous. Bonjour Gérard Longuet. Bonjour. Merci d'être là. Le chiffre est tombé hier officiellement, 3 millions de chômeurs. Désormais, on est au-delà, Michel Sapin l'a dit. C'est de la faute de François Hollande ou pas? Non. Non, c'est une perte de productivité de la France et de compétitivité depuis une quinzaine d'années. Et la conjoncture européenne ne facilite rien. J'ajoute simplement que la promesse de mettre fin au chômage rapidement était une promesse du candidat Hollande absurde. Il l'assume aujourd'hui, c'est son problème. Et les solutions, contrat d'avenir, contrat de génération, sont des solutions satisfaisantes? Vous allez voter pour le contrat d'avenir? Je regarderai. Ah, vous regardegarderez quand même? Vous dites pas forcément non? Ah, d'accord. Par politesse, mais je n'ai jamais vu d'emploi financé par le contribuable qui soit la solution dans une économie de marché, dans une économie de concurrence. Comment faut faire alors? Regagner de la productivité, comme les Allemands ont su le faire avec Schröder et Merkel en 15 ans. François Hollande a promis de la sueur et des larmes, c'était samedi lors de son discours en Champagne. Pour vous, c'était la musique de la rigueur qui sonnait à ce moment-là, le tournant de la rigueur un peu plus tôt que d'habitude? Ce qui est décourageant dans la rigueur de Hollande, c'est qu'on ne voit pas les gains de productivité, on ne voit pas les fenêtres d'espérance. On voit très bien que les gens qui ont un peu d'argent paieront plus d'impôts. On ne voit pas ni la diminution de la dépense publique lorsqu'elle est possible, ni les gains de productivité lorsqu'on pourrait les imaginer. Mais on a le choix. Avec une petite ouverture, c'est les charges sociales sur la CSG. C'est assez amusant pour ceux qui ont combattu la TVA sociale. Ils nous font la CSG pour les charges salariales. Alors, il y a, dans l'allusion que vous venez de faire, il y a une comparaison avec Nicolas Sarkozy. Dans le style aussi, il y a de plus en plus de comparaisons à faire avec Nicolas Sarkozy. On n'arrête pas de dire François Hollande veut accélérer, occuper le terrain. On le revoit un peu, on le revoit tous les jours. Il est en train la différence fondamentale, son c'est que Nicolas Sarkozy était un homme dans l'action. La plupart des décisions étaient bonnes. En tous les cas, je les ai toutes soutenues. Mais François Hollande est dans l'observation. Il est parfois dans la commissionnite. Et il n'est pas dans la décision. D'ailleurs, la presse, qui n'est pas toujours favorable à Nicolas Sarkozy, se tourne vers François Hollande en disant « Attendez, il y a le feu à la maison, allez-y, faites quelque chose ». Que va-t-il faire d'après vous sur le plan des impôts, à part la CSG? Vous pensez qu'il faut s'attendre à un matraquage important? Je ne vois pas d'autre. Enfin, c'est en tous les cas, à partir du moment où vous ne diminuez pas la dépense, vous êtes obligé d'augmenter les impôts. Vous commencez par cogner sur les riches parce que c'est plus facile, ils ne sont pas nombreux. Et puis, comme ils ne sont pas nombreux, ça ne rapporte pas beaucoup. Donc, vous élargissez à la classe moyenne. Mais cela dit, François Hollande parle tout le temps de compétitivité des entreprises. Jean-Marc Ayrault est allé voir le MEDEF la semaine dernière. Tant mieux. Ce sont des postures. Tant mieux. Non, je vais vous dire à pêcheur miséricorde, s'ils apprennent les conditions de la productivité, tant mieux. Ils n'en ont pas encore jusqu'à présent tiré aucune décision. La vraie question en France, c'est le temps de travail. On commence trop tard, on arrête trop tôt, pas assez d'heures par semaine, pas assez de semaines par an. Et c'est vrai pour le secteur public et pour le secteur privé, qui s'occupe déjà du secteur public, puisqu'après tout, le secteur privé, par la négociation, pourrait rattraper notre retard. Et justement, sur quoi on peut économiser dans le secteur public alors? Elles sont où ces marges de manœuvre pour aller chercher les 20 milliards Essentiellement dans les transferts. Les dépenses d'investissement, il y en a très très peu. Les salaires, par définition, de la fonction publique, ça ne bouge pas. Ce sont donc les transferts aux collectivités locales, aux catégories sociales. Il faut dire aux gens, voilà, il y a des choses que l'on ne peut plus faire. On fera peut-être un peu moins de ronds-points, un peu moins de giratoires et un peu moins d'aide à ceux qui demandent et qui, de temps en temps, devraient, avant de s'écouter, c'est-à-dire qu'il faut se prendre en marche. Il faut couper les aides sociales, quoi. Il faut couper les aides sociales. Vous êtes un petit peu brutal. Non, je ne vous confierai pas les responsabilités du budget. On peut réexaminer en effet l'incitation au travail. Jean-Marc Ayrault a-t-il bien incité ses ministres au travail ce week-end? Est-il bien recadré et fait-il preuve d'autorité d'après vous? Je vais vous dire que la gauche soit désordonnée, ce n'est pas franchement une surprise. À l'intérieur du Parti socialiste, il y a des courants, c'est tout à fait respectable, ils n'ont pas le même point de vue. Et entre les socialistes et les écolos, il y a de vraies différences. Alors, que tout cela s'exprime, y compris au gouvernement, ce n'est pas franchement une surprise. Que Jean-Marc Ayrault ait la capacité d'unifier son gouvernement, donnons-lui encore quelques semaines. Pour l'instant, il a du mal. Et pareil, non, ce n'est pas un naze, c'est pas moi qui l'ai dit. Qui l'a dit? Je crois que c'est Martine Aubry, pareil. Mais il n'était pas au gouvernement. Pas publiquement, et il n'était pas au gouvernement. D'accord, l'exercice du pouvoir doit sûrement le bonifier. D'accord. Cela dit, ça le bonifie, mais pas dans les sondages. Les chiffres ne sont pas très bons, ni pour François Hollande, ni pour Jean-Marc Ayrault. Soyons très honnêtes, un gouvernement aujourd'hui courageux, celui-ci ne l'est pas encore, en tous les cas pas suffisamment,
doit demander aux gens de travailler un peu plus et de dépenser un peu moins. Ça ne peut pas être populaire. Et quand on a gouverné pendant 5 ans courageusement, forcément, c'est plus difficile. Et c'est pourquoi le résultat de Nicolas Sarkozy était quand même une très belle démonstration. Dans ce contexte-là, Hollande découvre que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors justement, parlons un peu de la droite. Qui serait le meilleur candidat pour prendre la présidence de l'UMP? Alors c'est une très bonne question auquel on répondra le 18 novembre. Il va y avoir 2 mois de campagne. Je crois même qu'il y aura un débat sur la télévision d'État, tant mieux. Mais il y a des parrainages à faire. Vous allez parrainer quelqu'un? Il y a des parrainages, mais vous savez que le 18 novembre, on vote à la fois pour un président, pour un secrétaire général et un vice-président. Ça, c'est les hommes, enfin, les hommes et les femmes, naturellement, et puis des motions. Et pour l'instant, moi, je travaille sur le fond, sur les motions. Je veux une motion libérale, réformatrice, européenne, décentralisatrice, avec Jean-Pierre Raffarin, avec Luc Châtel. Nous faisons ce travail-là. Et alors, il y a le candidat. Et Luc Châtel, deux soutiens actifs de Jean-François Copé. Vous sont plutôt de ce côté-là. En tous les cas, ils sont plutôt de ce côté-là. Ils le sont complètement. Ils sont plutôt de ce côté-là. On va voir un petit peu dans l'action, parce que en fait, qu'est-ce qui est important pour un président de l'UMP? C'est très simple. Fédérer toutes les forces. L'UMP est une grande machine avec beaucoup de familles. Moi, je veux un président qui laisse à chacun sa capacité de contribuer, et tout en disciplinant l'UMP pour que ça pas le désordre. C'est le deuxième Jean-François Copé que vous dressez. Et de François Fillon, moins de Bruno Le Maire qui est moins connu, moins de Nathalie Kosciusko qui est sur un créneau plus étroit. Ensuite, vous avez un deuxième problème. Il faut que l'UMP soit sympathique à ceux qui ne votent pas pour elle au premier tour. Car le drame de l'UMP, c'est qu'il y a 2 tours dans toutes nos élections. Et en particulier les prochaines élections qui sont municipales et cantonales sont des élections à 2 tours. Moi, je veux un président qui fédère l'UMP et qui la rende sympathique à l'extérieur de l'UMP. Il faudrait un Jean-François Copé, mais avec matinée de François Fillon, quoi. C'est un portrait croisé que vous nous faites. C'est une assez bonne analyse que vous faites. Oui, mais sauf que ça ne sera pas ça. Il sera pas ça, il faudra choisir et je choisirai le moment venu. Mais avec l'idée d'un président pour l'UMP, fédérer et être attractif. Mais vous entendez des propositions de fond, vous dites on travaille sur le fond et on va François Fillon a le mérite d'avoir écrit quelque chose il y a 5 ans qui est d'une actualité totale. La France peut supporter la vérité. Et Jean-François Copé a dit hier que François Fillon devait se concentrer sur la mairie de Paris. Il a raison de le dire ou pas? Je crois que ce n'est pas le sujet. Les municipales de Paris, c'est en 2014. Il y a des élus parisiens, dont d'ailleurs François Fillon. Ils choisiront entre eux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un président qui rassemble toutes les forces de l'UMP et qui soit sympathique à l'extérieur de l'UMP. Quand je dis sympathique, c'est-à-dire qui donne envie d'accompagner ceux qui n'ont pas voté pour nous au premier tour, qui nous disent, bon, on va leur faire confiance au deuxième. Ça veut dire qu'il faut d'ores et déjà définir qui sera le candidat de 2017. C'est un mandat de 3 ans, c'est donc 2015, et 2017, c'est dans 5 ans, c'est-à-dire l'éternité. Oui, mais François Fillon dit qu'il faut que cette élection soit d'une certaine façon une primaire avant l'heure. Je ne partage pas son point de vue de ce point de vue. Je crois qu'il faut d'abord diriger l'UMP, gagner les municipales, gagner les élections départementales, reconquérir un coefficient de sympathie et que l'UMP ne soit pas une formidable machine un peu isolée, mais qu'elle soit une machine sympathique qui donne envie de faire un bout de chemin avec elle au 2e tour des élections à 2 tours. Et d'un mot, Nicolas Sarkozy peut être cet homme-là, in fine, peut-être? Ou bien vous souhaitez que ça soit clair et qu'il dise qu'il ne revienne jamais? Je vais vous dire, c'est une personnalité tout à fait exceptionnelle, assez atypique, et il faut que l'UMP apprenne à vivre par elle-même. Gérard Longuet, qui était ce matin l'invité politique de LCI, qui a dressé le portrait du président idéal. On verra qui sortira du chapeau. Merci beaucoup. Tout de suite, d'autres infos sur LCI. Et Gérard Longuet qui n'a pas choisi, mais on a compris que vous vous rapprochiez progressivement de Jean-Françoa Copé quand même, monsieur le ministre. Vous avez compris ça. Mais... On a compris ça en tout cas. Merci beaucoup. Option large. Option large. Oui, voilà.